La mondialisation est un processus qui s'inscrit dans la dynamique du temps et de l'espace. Dans ce processus s'inscrit la traite négrière transatlantique. Michel Devaux, historien, a qualifié la traite négrière comme la plus gigantesque tragédie de l'histoire humaine par l'ampleur et la durée. Pour cette nouvelle génération, il est impératif de retracer l'histoire de leurs ancêtres, d'où la création du projet La route de l'esclave en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Aboya Kofi Vincent. Il est l'initiateur de ce projet. Chers amis internautes d'Ivoire TV.net, toujours ravi de vous retrouver. Je vous dis bonjour. Ivoire TV, Ivoire TV. Monsieur Aboya, bonjour. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous les internautes qui nous suivent? Je suis Aboya Vincent, opérateur économique du secteur de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire et j'ai été pendant 26 ans président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire. J'ai pris le manteau du président de l'ONG Devoir de Mémoire. Alors parlez-nous un peu de votre ONG Devoir de Mémoire. Alors l'ONG Devoir de Mémoire, nous l'avons créée pour justement substituer cette structure à une autre qui était la Fédération de l'industrie hôtelière, qui avait commencé à implémenter le projet Route de l'esclave. Et chemin faisant, nous nous sommes aperçus avec nos sponsors et tous ceux qui voulaient nous aider dans ce sens de l'implémentation du projet. Il fallait que notre ONG, nous ayons une structure qui soit pérenne pour que ceux qui veulent nous aider sachent que si demain M. Aboya n'est pas là, la structure continue de travailler et c'est ainsi que nous avons créé l'ONG Devoir de Mémoire. Et cette ONG, créée en mars 2016, cette ONG a 3 cordes à son arc. La première corde, c'est la corde la plus importante, c'est la route de l'esclave, le projet route de l'esclave. La deuxième corde, c'est les demeures de feu Félix Houphouët-Boigny, le fondateur de ce pays, notre cher pays, Président. la Côte d'Ivoire, fondateur et président de la République. Et nous nous sommes aperçus que, au fur et à mesure que le temps passe, on oublie ce grand homme. Il fallait donc faire en sorte que sa mémoire demeure dans l'esprit de ceux qui naissent maintenant et que ce soit pérennisé. Et c'est pour ça que nous avons pris comme deuxième corde à notre arc les demeures, la restauration des demeures de feu Félix Houphouët-Boigny. Et puis la troisième corde, c'est les déportations. Des déportations pendant l'ère coloniale. Exactement. Nous nous sommes aperçus qu'il y a eu beaucoup de déportations et ces déportations pendant l'ère coloniale n'ont pas concerné seulement les autres pays, mais la Côte d'Ivoire. Et nous savons aujourd'hui que nous avons des gens qui sont partis et qui ne sont pas revenus, qui sont morts et enterrés là où on les a débarqués. Alors, Monsieur Aboya, nous allons revenir un peu sur la route de l'esclave. C'est quoi la route de l'esclave? Alors, pour revenir à la route de l'esclave, je dirais que la route de l'esclave, à l'origine, ça a été, l'esprit est né d'une conversation privée entre le feu, le président de la République sud-africaine, Nelson Mandela, et l'ex-président Nicéphore Soglo du Bénin. Celui-ci rendait une visite privée à son aîné, le président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Et puis, dans les conversations, il s'est avéré qu'ils ont parlé de cette traite négrière transatlantique qui a été un fléau terrible pour l'Afrique. Et ils ont décidé ensemble de porter ce projet-là au niveau de l'ONU. L'ONU s'en est donc saisi et l'a transmis à sa branche culturelle,
l'UNESCO. Et c'est ainsi que c'est l'UNESCO qui aujourd'hui dirige l'opération d'implémentation de la vie d'esclaves sur toute l'Afrique. Alors, quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Parce que la traite négrière a été une période très très sombre pour les Africains et un mauvais souvenir. Pourquoi remuer encore le couteau dans la plaie pour faire ressortir encore Justement, c'est nous avons pris au bon ces projets pour l'exécuter dans le but de répondre aux exigences, aux objectifs fixés par l'UNESCO. À savoir, il y a eu 3 objectifs. Le premier objectif, c'est faire en sorte que cette manière de traiter les Africains à cette époque, pendant 400 ans, plus de 400 ans, de 1502 à 1888, son abolition, l'Afrique a été malmenée. Les Africains ont été animalisés. Tous les termes péjoratifs qu'on peut employer ne sont même pas suffisants. On parle d'animalisation, on parle de chosification, on parle de déshumanisation, mais tous ces termes ne sont pas suffisants pour décrire ce que nos ancêtres ont souffert avant de partir sur la mer. Et je vous dis par exemple que pour les faire partie, ceux qui, à partir de l'Amérique du Nord, du Texas, de la Californie, de New Orleans, passaient des commandes d'esclaves. Avant de partir, je prends le nom de ma fille. Il passe commande. Et avant de monter dans le bateau, on mettait le nom sur un fer forgé. Monsieur Aboye, on va reprendre ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il passait la commande, par exemple, je prends un exemple, je prends mon cas, il passe la commande de Sarah. Et comment ça se passe? On fait Sarah comme esclave? Non. Sarah est propriétaire terrienne au Texas ou à New Orleans. D'accord. Ou dans le sud, en tout cas, de l'Amérique. Et puis, la commande arrive sur les bateaux des négriers. Mais avant d'aller monter, les esclaves sont catégorisés. Et on marque le nom de Sarah qui a passé la commande sur son dos, le dos des esclaves. Si Sarah a commandé 100 esclaves, le fer est dans le feu qui rougit. On le plaque parce qu'après avoir attaché l'esclave des 2 mains et des 2 pieds, collé au mur, plaqué au mur, on passe le fer sur son dos. Wow. Les initiales de Sarah. Vous appelez Sarah quoi? Sarah Adouko. Adouko. Ils vont mettre SA. On sait que c'est Sarah Adouko. Et on marque ça sur le dos d'un homme. Wow. C'est pas le bœuf, c'est pas un animal, c'est un homme. Et ces souffrances-là ont duré 400 ans. Et en plus, en dehors de ces souffrances-là, les gens prenaient les bras valides de l'Afrique. Les plus costauds. Les plus costauds. Et quand tu n'étais pas suffisamment costaud pour aller travailler dans les champs de coton, dans les champs de canne à sucre à Cuba, qu'est-ce qu'on faisait? On vous gavait. Comme en Europe. On gave les canards pour que leur foie grossisse, pour avoir plus de foie gras. On les gave de nourriture. Tout ça, ça a été fait comme on traite les animaux. Et je vais vous dire autre chose. Dans le transport, pour partir en Amérique, avant d'aller monter dans le... Une fois qu'on les a... on les a identifiés par le fer sur le dos, pour marquer le nom de l'acheteur, on leur bandait les yeux avant de les faire partir dans le bateau. Parce qu'ils ne voulaient pas partir. Aucun ne voulait partir. Ils préfèrent mourir, donner un coup de tête dans les murs du canal de non-retour. Ils préfèrent donner un coup de tête et se tuer plutôt que de partir. Donc on leur bandait les yeux et on les fait partir.
Et dans le bateau, les hommes étaient couchés sur le ventre et les femmes sur le dos. Et pourquoi? Et il y a une signification pour les femmes parce qu'elles étaient livrées au matelot. C'est plus simple quand une femme est couchée sur le dos d'aller lui faire tout ce qu'on veut. Et quand la femme arrivait enceinte, elle coûtait plus cher que qu'on l'a achetée. Voilà des manières. Et c'était fait exprès. C'était fait exprès. Donc, une femme qui ne voulait pas, elle voulait se tuer, mais on ne peut pas la tuer. Je me rappelle, j'ai lu dans un livre d'un de nos professeurs du Ghana qui disait qu'une femme, elle voulait se tuer, mais elle avait son bébé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son bébé, elle a enlevé l'œsophage du bébé avec ses dents et jeté le bébé dans l'eau, elle-même prendre sa tête, cogner la cale du bateau pour se tuer. Voilà des souffrances terribles que nos ancêtres ont endurées. Et aujourd'hui, l'UNESCO dit, pour que cette maltraitance ne revienne pas d'actualité, pour que ça ne se répète pas, il faut qu'on en parle. Et c'est pourquoi on a créé le projet Roue de l'esclave. Et ce projet doit permettre d'incruster dans la mémoire collective de l'humanité ce malheur, cette maltraitance inouïe, pour que désormais on n'oublie pas. Parce que oublier, c'est donner champ libre. On ne sait pas ce qui va arriver demain, dans 100 ans, dans 200 ans, on ne sait pas ce qui va arriver sur cette terre. Est-ce qu'il ne va pas avoir une autre race qui va dominer le monde entier, comme la race blanche l'a faite il y a 400 ans? Ils n'avaient jamais vu de noirs. Quand ils les ont vus en 1502 par les navigateurs, ils se sont retrouvés en face des noirs. Pour eux, le noir n'a pas de coutume, n'a pas de loi, n'a pas de manière de vivre. C'était un animal sauvage. Est-ce que demain, par la croissance exponentielle des populations, je vois par exemple, on ne le cache pas, l'Asie, si l'Asie n'arrête pas, ne réduit pas la procréation, s'il ne limite pas la procréation, mais d'ici 100 ans, ils peuvent dire, bon, on ne veut plus que la Côte d'Ivoire existe, et puis ils envoient 100 millions d'habitants. Ils débarquent ici, vous allez faire quoi? Les envahisseurs. Les envahisseurs. Alors il faut éviter ça parce qu'on ne sait pas ce que demain sera. Et c'est pourquoi c'est très utile l'implémentation de ce projet. Alors, Monsieur le Président, on va parler des sites négriers. Voilà, le premier site, c'est le site de Kanga Nyanzé et c'est à Tiasalé. Ouais. Alors ce site-là, de tous les sites que nous avons identifiés, c'est le site le plus important. Je rappelle que Tiasalé est en Côte d'Ivoire. Tiasalé est en Côte d'Ivoire, à 125 km à peu près d'Abidjan. Et c'est une rivière qu'on appelle la rivière Bodo, qui traverse le village. Et à un endroit, il y a un bassin. L'eau y vient et puis en sort pour continuer son chemin. Et puis là, les esclaves venant du nord, de la Guinée, du nord de la Côte d'Ivoire, ils faisaient 20 km attachés, liés par un bois et les mains dans le dos attachées. Les femmes qui ont des enfants de 7, 8 ans, 9 ans, les enfants sont libres, ils marchent à côté de leur maman. Et puis, ils arrivent là, 20 km sans s'arrêter. Parce que s'ils s'arrêtent, pour permettre à un ou l'une des esclaves d'aller faire pipi, ils vont se sauver. S'ils ne se sauvent pas, ils vont se révolter contre le peu des patrons qui dirigent l'opération. Donc on ne les laissait pas. Ils font 20 km avant de s'asseoir, on leur donne à manger et puis ils continuent. Alors 20 km par jour, quand ils arrivent, ayant fait tout sur eux, ils perdent
leur propre nom, ils ne connaissent plus leur nom. Ils ne savent pas le nom de leur famille, leur Ça mère. crée un traumatisme. Un traumatisme. Ils viennent complètement traumatisés. Et arrivé là, lorsqu'on les lave dans le bassin de la rivière Bodo, le bassin qui est là, que nous avons mis à nu, lorsqu'on les lave là, ils retrouvent leur esprit. Et même la joie de partir aux États-Unis. Et pourquoi? Et comme ça, est-ce que le bassin était muni d'un système mystique? On m'a posé la question à une conférence au Brésil. J'ai dit non, si vous cherchez à démystifier, ça n'aura plus de valeur. Bien sûr. Donc laissez l'Afrique telle qu'elle est, avec ce qu'elle dit et ce qu'elle sous-entend. Donc on les lavait là, ils retrouvaient leurs esprits et puis ils étaient prêts à repartir. Voilà l'importance de la rivière Bodo, de Kanganyanze. Alors le deuxième site, c'est le marché des esclaves, toujours à Tiasalé. Voilà, à Tiasalé. De là, on amenait les esclaves sur un marché à Tiasalé-Ville. Comment se faisaient les échanges? Non, on les alignait là, hein, et puis les négriers arrivaient sur des petites barques par le Bandama. Ils arrivaient à Tiasalé et puis ils triaient. On regardait les dents, la bouche, le poids. On prenait les femmes les plus belles. Et juste après, nous avons aussi l'arbre de plus de 400 ans. Voilà, c'est le Nandibo, Anandibo 2. Et là, c'est à Grand Laou. C'est à Grand Laou, au bord de du fleuve Bandama. Et cet arbre date de plus de 400 ans. En fait, cet arbre, c'est là où les familles qui reniaient certains membres de leurs, ils allaient déposer ce qu'ils ont renié. Dans le système Akan auquel j'appartiens, je suis un ami, lorsque dans la famille, quelqu'un commet un crime ou un acte qui va porter préjudice à vie à toute la famille décide de l'éliminer de cette famille-là. Et on va le déposer dans la brousse. Comme on dit à Yopougon, il faut finir avec cette personne. Et donc, on le déposait sous cet arbre. Et en face, il y avait les négriers. Eux, ils étaient sur l'autre berge du fleuve et ils attendaient que le nombre d'esclaves rejetés de cette façon-là soit nombreux. Et puis en ce moment-là, ils venaient les prendre pour partir. Évidemment, des gens qu'on a rejetés trouvaient toujours quand même des tuteurs qui les vendent curieusement. C'est ainsi que l'arbre continue d'exister. Et cet arbre nous a été révélé, je vous en parlerai tout à l'heure en parlant de l'origine du projet lui-même, il m'a été révélé par le professeur Fauté, Memel Fauté. Et il est là encore cet arbre, il existe, bel et bien. Ensuite, nous avons le tunnel de Drevin. Oui, à Drevin, c'est exactement, et c'est dommage hein, que nous n'ayons pas pu, à Côte d'Ivoire, je vais dire, par les différents gouvernements qui sont passés, nous n'ayons pas pu avoir des gens qui se soient intéressés à ce projet. Car il est important au niveau de l'économie touristique. Quand on voit ce que le Ghana gagne dans le tourisme, quand on voit ce que le Sénégal gagne dans le tourisme, je ne comprends pas pourquoi nos autorités jusque-là ont laissé tomber cet aspect du tourisme. Alors, on va revenir sur le tunnel de Drevin. C'est où Drevin? Alors, Drevin, c'est à Sassandra. C'est à Sassandra et c'est à quelques 12 km de Sassandra. Et je disais que le tunnel et la prison où on maintenait les esclaves, parce qu'en fait, le tunnel servait de voie de non-retour. Là, ils sont dans des prisons souterraines. Et puis, le jour du départ, quand il y a un bateau, les négriers, on leur bandait les yeux, on les faisait prendre le tunnel, ils sortaient et ils prenaient le bateau pour partir outre-Atlantique. Et ça est là, exactement comme les bâtiments que nous avons à Accra,
au Ghana en tout cas. Exactement la même chose. Et je vais vous dire pourquoi nous sommes intéressés à cette affaire-là en tant qu'élément du tourisme, opérateur économique du tourisme. Nous nous sommes aperçus, je me rappelle qu'en 1990, dans les années 90, la Côte d'Ivoire avait 360 000 touristes par an. À cette époque, le Ghana faisait 80 000 touristes. Aujourd'hui, le Ghana est à près d'1,5 million de touristes par an, à cause de la route de l'esclave et son implémentation. Le Sénégal est à plus d'1,2 million de touristes à cause de la route de l'esclave. Alors pourquoi la Côte d'Ivoire est aussi en retard? Mais parce que les gens ne se sont pas intéressés. Si vous voulez tout de suite, je vous dis maintenant comment nous avons fait pour que ce projet-là arrive. Allons-y, comment vous avez fait? Voilà, exactement. Le projet, comme je l'ai dit au début, a été initié par Nelson Mandela et son plus jeune ami, Nisofor Soglo. Et quand ça a été transmis à l'UNESCO, l'UNESCO a perçu dans ce projet le côté positif de tourisme, de l'économie touristique. Et donc, l'UNESCO a demandé à l'OMT de former un duo et convoquer une réunion sur ce projet à Accra. C'est quoi l'OMT? L'OMT, Organisation mondiale du tourisme. D'accord. Et les deux, l'UNESCO, le duo UNESCO et Organisation mondiale du tourisme, ont convoqué une réunion, un forum à Accra en 1997. Alors que le projet a été lui-même ficelé en 1994 à Ouida, au Bénin. Et 3 ans plus tard, en 1997, l'OMT et l'UNESCO convoquent une réunion pour sensibiliser les ministres du tourisme de Quels ont l'Afrique. été les pays concernés? 11 pays africains ont été invités. Et moi, par mes relations personnelles avec le directeur général adjoint de l'OMT, un Sénégalais, on m'a invité. On a invité la fédération que je dirigeais. Je suis parti donc avec un ami, mon vice-président. Vous avez représenté la Côte d'Ivoire? On a représenté la Côte d'Ivoire et on était avec notre ministre du tourisme également de l'époque. Et il y a eu 11 ministres. Mais au cours de ce forum, on n'a pas entendu parler de la Côte d'Ivoire. Donc quand je suis revenu, le même soir, je pars vers 20h à mon hôtel. Je ne sais pas de la publicité que j'ai faite, c'était l'ex-hôtel de Baron. J'arrive, je trouve assis le professeur Memel Fauté avec 2 invités, ils sont en train de prendre un repas. C'était en quelle année? On revenait juste de la conférence, c'était donc en 1997. 97, d'accord. Donc je dis, maître, parce qu'il a été notre professeur de philosophie au lycée classique, je dis, maître, je sors d'une conférence internationale sur la route de l'esclave. On a parlé de là où existe cette route-là dans tous les pays du côté atlantique. Mais on n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire. Il m'a simplement répondu, c'est parce qu'ils ne savent pas. Comment veux-tu qu'ils te parlent de ce qu'ils ne savent pas? Ça, c'était la boutade que le président, le professeur Memel Fauté m'a donné comme réponse. Et puis il m'a dit, approche-toi, que va demain à tel endroit, à Nandibo 2, il y a un arbre de plus de 400 ans, c'est là où on mettait les esclaves, et les négriers se mettaient en face. Quand ils étaient nombreux, ils les prenaient pour partir. Il faut aller voir. C'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le lendemain, j'écris aux 2 ministres, tourisme et culture. 3-4 mois après, eux, ils prennent la responsabilité de monter un comité national du tourisme, de la route de l'esclave. Comité national de la route de l'esclave en Côte d'Ivoire. Et ils mettent, sans doute s'étant inspiré de ma lettre, ils ont mis
le professeur Memel Fauté comme président de ce comité. Et j'étais membre. On a eu 2-3 réunions. Mais vous savez, le professeur Memel Fauté est un homme de lettres. C'est un anthropologue, un philosophe, un humaniste. Et lui, il ne se bat pas pour l'argent. Donc je suis certain que comme on n'a pas fourni un budget conséquent, il n'a pas pu travailler. Donc ce projet-là est resté lettre morte. C'est mort, le projet est mort. Après, Dieu a rappelé, paix à son âme, le professeur lui-même. Donc, de façon silencieuse, ce projet a été enterré, les obsèques ont été consacrées, et puis on s'est retrouvé sans projet. Et puis un jour, ça c'est pour vous dire aussi que, entre Diémé, qu'en fait c'est nous qui avons mené ce projet-là en Côte d'Ivoire. Vous êtes l'initiateur de ce projet. Voilà. Donc tout à l'heure quand vous avez dit l'initiateur, c'est le mot exact qu'il faut utiliser. D'accord. Et le projet est mort, enterré silencieusement, obsèques célébrées silencieusement également. Et puis un jour, en 2012, je me retrouve en vacances privées à Paris. Et je me suis dit, bon, et j'habitais un hôtel Ibis ou Novotel, pas loin de l'UNESCO. Et à l'époque, on avait comme représentant de l'UNESCO, de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO, une jeune dame, Mme Akissi. Elle s'appelait Mme Akissi. Et donc, je lui rends visite, et puis je lui parle de ce projet. Il me dit, mais fais-moi un papier, c'est intéressant. Et c'est bon que la Côte d'Ivoire se mette aussi dans le rouage de Ghana et du machin. Je retourne à l'hôtel le matin. Le lendemain matin, je fais taper, saisir le dossier et je vais lui remettre. Il transmet à l'UNESCO. Je reviens en Côte d'Ivoire. Je regroupe la Fédération d'industrie hôtelière. Un séminaire de 3 jours. On termine le dossier avec plusieurs phases dans l'implémentation. Alors, donc, allez-y. Donc nous avons identifié ces sites. Et puis, deuxième phase, il fallait que nous allions nous imprégner de la méthode de gestion de la route de l'esclave par le Ghana. Comment ont-ils fait pour que nous, qui étions avant eux en capacité d'attraction des touristes, on avait 360 000, ils étaient à 80 000, il se trouve qu'aujourd'hui qu'ils sont à plus d'1 million et nous sommes toujours en dessous de 400 000. Donc il fallait aller voir comment ils ont implémenté. Je prends une équipe de 42 personnes, 8 jours. On a sillonné tout leur site, on a tenu des conférences. Le plus grand professeur du Ghana dirigeait cette opération, dont le professeur Akwanda, que d'ailleurs je vais faire venir ici à nos prochaines rencontres. Et donc, on a fait cette deuxième phase-là. Et la troisième phase, il fallait faire partie des gens pour aller fouiller les archives coloniales de Nantes, la capitale négrière par excellence en France, Bordeaux, Aix-en-Provence. On a envoyé une équipe. C'était d'aller fouiller pour voir exactement s'il y avait une cartographie de la route de l'esclave. Et puis, quatrième phase, il fallait maintenant, après l'identification, signer des conventions avec les communautés villageoises pour qu'ils nous libèrent des terres sur lesquelles nous allons mettre des infrastructures pour accueillir les pèlerins et les touristes culturels. Je parle de pèlerins parce que lorsque nous avons été invités à Brasilia par l'UNESCO et la Fondation Palmares du Brésil, lorsque nous y avons été invités, les Antillais, les Américains noirs, les Brésiliens noirs qui étaient à cette conférence pleuraient, les femmes surtout, pleuraient et disaient, monsieur, nous viendrons là-bas, pas comme touristes, mais comme pèlerins, pour pleurer sur la terre de nos ancêtres. On avait été très émus. Et nous avons laissé des traces, des contacts. Actuellement, où en êtes-vous?
À quel stade êtes-vous actuellement? Oui, nous avons été un peu retardés par la faute de certaines personnes autour de notre ministre de Culture qui ont voulu casser notre élan. Ces personnes-là ne savent pas que l'UNESCO a pour représentant de la Côte d'Ivoire le ministre de la Culture. Et donc dans l'implémentation du projet, notre patron, c'est le ministre de la Culture. Mais quand même, nous savons, lorsque vous êtes de ce pays-là, et je suis de ce pays, lorsque vous connaissez ce pays, et je connais ce pays, il y a des choses que vous pouvez faire pour aider votre pays, sans penser à soi-même. Et c'est ce que nous voulions faire. Je vais dire, pour être plus clair, connaître ce pays, je le connais. Qui connaissons ce pays avec ses souffrances, ses douleurs, nous disons, pourquoi nous, on n'apporterait pas notre concours à un tel projet pour lequel les fondations sont friandes. Nous avons des fondations qui viennent à nous, mais les fondations ne viennent pas au gouvernement. Les fondations ne sont pas faites pour prêter de l'argent ou aider le gouvernement par des dons, non. Donc la fondation préfère travailler avec des privés, mais de façon pérenne. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en recherchant à gauche et à droite, du nord au sud, ceux qui peuvent nous aider à implémenter ce projet. Donc ça doit être plutôt en faveur de notre ministère de la Culture. Et il y en a qui n'ont pas vu ça de cette oreille. Dieu merci, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le ministre et nous sommes parés et nous avons repris le chemin de la Concorde et nous allons ensemble implémenter ce projet sans souci. Alors, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Alors comment comptez-vous exploiter ces sites négriers? Comment ça va se faire? Oui, alors nous arrivons justement à la quatrième et cinquième phase, c'est l'exploitation. Nous voulons faire venir des pèlerins. Mais quand les pèlerins viennent, on commence par Kanganyanze. Il faut qu'on leur produise un documentaire. Un documentaire, bien sûr. Visuel, mais aussi théâtral. Donc, il faut bâtir une scène et faire en sorte que de la capture à la marche jusqu'à Kanganyanze, de la marche au marché de Tiasalé, du marché de Tiasalé à la vie dans les caves, dans les prisons, de ces prisons-là à la vie sur les cales de bateaux pour aller outre-Atlantique, il faut que tout soit transmis en scène théâtrale et que nous puissions faire venir des gens pour regarder comment ça s'est passé. Parce qu'en termes de capture, il y a au moins 5 phases de capture, 5 façons de capturer les esclaves, soit par la guerre, soit par bannissement. Alors, M. Aboya, quelles sont vos attentes au niveau de la diaspora? Oui, justement, tout ce que nous faisons, c'est à l'adresse de la diaspora. Quand je parle de diaspora, j'y mets tout. Nos Brésiliens noirs, ils sont 52% de leur population entière. Et le Brésil a près de 225 millions d'habitants. 52%, ça fait 100 et quelques millions de noirs. Noirs comme Pelé, noirs comme toi, noirs comme moi. Et c'est à eux qu'on parle. Ils sont partis dans des conditions difficiles, leurs parents. Ils sont arrivés là-bas, ils ont souffert. Nous sommes allés les trouver aux États-Unis. J'ai fait aussi mes études aux États-Unis. Je sais comment les nègres, les noirs vivaient là-bas à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est encore un peu mieux. Mais la vie était très difficile. Et il faut leur rappeler que, en partant d'ici, ce n'était pas de gaieté de cœur.
ils sont pas, aucun de ceux qui sont partis n'a voulu partir. Aucun ne voulait partir. Même ceux qu'on a lavés dans le Kanganyanze, la rivière Bodo, au moment de partir, ils s'apercevaient quand même que ils empruntaient une route de non-retour, qu'ils n'étaient pas prêts à revenir. Donc ils voulaient se suicider. Alors, en fin de compte, nous demandons à cette diaspora de revenir ici, sur la terre de leurs ancêtres, d'où ils sont partis, pour voir dans des scènes que nous allons produire, sur des terrains que les parents ont parcouru avant de partir. Ils vont venir visiter tout cela, en touriste, en pèlerin. Comme les chrétiens vont à Rome, ils vont en Israël, comme les musulmans vont à la Mecque. Nous voulons perpétuer ça. Et pour toute information, comment on peut vous... Oui, nous avons nos emails, nos téléphones que je vous donnerai. Mais nous allons commencer à nous préparer d'abord sur le terrain. Parce que, comme je le disais, ceux qui vont venir, en dehors du podium que nous allons faire pour passer les films, les scénettes documentaires, il faudrait des préaux pour que les gens soient abrités du soleil et contre la pluie. Alors, l'entretien est pratiquement terminé. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, ce qu'il y a, je suis soulagé de voir que nous avons initié ce projet en Côte d'Ivoire. Il est mort, nous l'avons ressuscité. On a failli encore le tuer. Et Dieu merci, nous nous sommes entendus. Maintenant, la concorde est revenue entre le ministre, je vais dire son nom, le ministre Bandama, que nous saluons. Parce que lorsque nous avons tenu des réunions et qu'il nous a prouvé qu'il était aussi passionné, sinon plus passionné que nous pour ce projet, nous nous sommes dit, alléluia, nous avons la certitude maintenant que nous allons jusqu'au bout de notre projet. Et en sortant même, je l'avoue ici, en sortant d'une réunion avec lui, j'ai dit à mes amis, c'est la première fois que nous tombons sur un ministre aussi passionné que nous de ce projet. Donc on va s'arrêter chez nous pour boire une coupe de champagne. Et nous l'avons fait. Alors, M. Aboya, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Cet entretien était très enrichissant. Bon vent à vous et beaucoup de courage. J'espère que vous avez été édifiés par les propos très passionnants de M. Aboya sur ce projet qu'est la route de l'esclave en Côte d'Ivoire. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.